Bonjour à tous, bienvenue sur la télé d'Eric. Je vous retrouve aujourd'hui avec Nicolas. Bonjour Eric, bonjour tout le monde. Et nous allons évoquer un sujet qui va vous permettre d'améliorer tous vos équipements hi-fi, parce que c'est bien joli, je dirais, d'investir parfois de jolies sommes dans son équipement, dans sa chaîne hi-fi, mais des fois on commet quelques petites erreurs qui nous empêchent de l'utiliser et on pourra même aller jusqu'à vous expliquer que vous pouvez aller très loin dans l'optimisation de votre système musical. Et bien on se retrouve tout de suite après le générique. Eh bien, comme on parle de système hi-fi, de chaîne hi-fi à la maison, forcément, on va le mettre dans une pièce, souvent le salon. Déjà, à quel élément, Nicolas, peut-on faire attention pour avoir un rendu sonore qui soit en cohérence avec ce qu'on a envie d'écouter? Alors c'est vrai que voilà, on n'est pas en studio, je vais pas vous parler de grands panneaux acoustiques, etc. Ni des coquilles d'œufs, là, pas les coquilles d'œufs, les Oui, boîtes à œufs. c'est exactement ça. Donc ça, je l'ai vécu ailleurs, mais là, non, là on parle de hi-fi. Donc oui, on est dans nos salons, dans nos chambres, des pièces totalement classiques. Pour autant, il y a quand même des façons d'optimiser les choses, parce qu'effectivement, le son, selon les surfaces, si vous avez une surface vitrée, si vous avez des murs assez nus, c'est vrai qu'il peut y avoir des réverbérations. Voilà, le son, ça se déplace. Voilà, hein, ce qu'on se doit dire, voilà, c'est que le son, il se déplace. Pour que ça arrive à l'oreille, c'est qu'il y a une onde sonore. Et il n'y a pas de magie, les ondes sonores, ça rebondit. Hein. Faites un test, allez sous l'eau dans la piscine, vous entendez moins, parce que ça ralentit et ça freine. Donc à la maison, c'est la même chose. Exactement, donc il y a plein de façons non professionnelles d'améliorer ce point-là. En tout cas, c'est bête, mais un tapis dans la pièce. D'accord, c'est-à-dire qu'effectivement, un des ennemis ou quelque chose qui augmente la réverbération du son, c'est un beau carrelage, un beau parquet. Ouais, ça va avoir tendance à rebondir et pas être très bon à l'oreille, c'est ça? Exactement, c'est des surfaces, en général, surfaces assez nues, effectivement. Le verre, c'est une catastrophe. D'accord, donc une grande baie vitrée, qu'est-ce que je fais? Mettez déjà les enceintes dans l'autre sens, surtout. D'accord. Et évitez que c'est directionnel, donc évitez que les enceintes partent vers la baie vitrée. De toute façon, en général, vous êtes plutôt de l'autre côté, globalement. Donc la baie vitrée, c'est l'ennemi de la musique, c'est l'ennemi de la hi-fi. Donc je mets quoi, des rideaux par exemple? Ouais, la meilleure façon de faire, c'est de mettre des rideaux un tout petit peu épais si vous pouvez. Ça, c'est idéal, ça va matifier le son. Et au sol, un tapis alors? Un tapis au sol, encore une fois, si vous pouvez, c'est une bonne chose. Tout ça va participer au fait que oui, le son ne va pas rebondir partout. Voilà. Donc oui, ce qu'on cherche, alors c'est pas à étouffer comme dans certaines salles, on cherche à tester les caractéristiques d'un haut-parleur, on fait des relevés, ouais, tout à fait. Donc à la maison, par contre, on va vouloir diminuer les rebonds. Donc tout simplement. Tapis, rideaux, ça casse un peu. Et puis, vous l'avez déjà tous testé, hein, vous faites ça dans une pièce vide. Il y a un écho énorme. Donc, en mettant déjà des meubles, les meubles favorisent le rendu sonore d'une pièce. Comme tu le dis, on a fait tous, surtout moi qui ai déménagé plein de fois ces dernières années, on a tous fait le test de la pièce vide. C'est terrible, on entend une réverbération incroyable. Donc ouais, les meubles déjà vont naturellement casser un peu tout ça. Et comme on l'a dit, un rideau, un tapis, on est déjà bien. Voilà, donc déjà de quoi optimiser son système musical, je dirais juste en faisant de la déco finalement. Exactement. Tout à l'heure, tu parlais des enceintes. Donc c'est vrai que la pièce, on fait ce qu'on peut avec ses goûts, sa déco, etc. Mais il y a quelque chose sur lequel on peut vraiment intervenir. Alors, en général, c'est le positionnement des enceintes. On parle de hi-fi, un positionnement de l'enceinte stéréo. Ouais, donc qu'est-ce qu'on doit faire? J'étais un peu vite en besogne tout à l'heure, mais effectivement, c'est très important. Essayez de les avoir dans la mesure du possible. On n'est pas dans un monde idéal, mais essayez de les avoir à hauteur d'oreille. Quand vous serez en général assis, ça c'est déjà le premier point. D'accord, donc c'est-à-dire enceinte colonne, j'ai pas de problème. Ouais, elles sont faites pour. Je suis assis dans mon canapé, le haut-parleur principal, les aigus, etc. Tout arrive à hauteur d'oreille. Des enceintes bibliothèque, on a très souvent la question, est-ce que je peux les poser par terre? Pour cette raison, non. J'ai toujours cette formule-là, vous pouvez, mais c'est absolument pas ce que vous voulez faire. Oui, elles marcheront, elles ne s'abîment pas. Mais le son part dans vos tibias, ce qui intéresse personne. Et en plus, si vous avez un carrelage, comme on a dit juste avant, c'est l'enfer. D'accord. Donc point super important, les enceintes bibliothèque, vous les placez sur des pieds de qualité hi-fi, on l'a déjà exprimé, ça stabilise, ça les laisse vivre et ça les met à la bonne hauteur. Donc effectivement, il y a un budget. Souvent, ça va être le même budget qu'une paire de colonnes, mais ça fait partie de la hi-fi, de l'enceinte. Tout à l'heure, tu parlais du positionnement par rapport au mur. Souvent, on les place devant un mur. C'est rare qu'il y ait un champ libre, pas devant une baie vitrée, d'après ce que j'ai compris tout à l'heure. Donc, le positionnement par rapport à un mur,
qu'est-ce que ça va jouer et à quoi on doit faire attention ou faire pour avoir le rendu qu'on souhaite? Alors faites attention, c'est un piège, un grand classique. En général, à l'arrière de votre enceinte, vous avez ce qu'on appelle un évent. Si vous voulez, le haut-parleur va faire un mouvement avec le son et il faut bien que l'air puisse... C'est le trou, hein, c'est ça. C'est le trou, exactement. C'est le trou qui est souvent rond, parfois rectangulaire. Ouais. Donc il y a de l'air qui sort. Et comme je l'ai dit à un client qui nous a appelé, n'essayez pas de boucher ce trou. Moi j'ai déjà reçu des enceintes neuves, il est bouché des fois pour des raisons de transport. Tout à fait. Il y a un beau bloc de polystyrène dedans, on l'enlève. Hein. Évidemment, donc en général il y a une petite languette de couleur pour vous dire hey, stop, ça s'enlève. Donc ouais, surtout faites-le. C'est encore une fois, comme je le disais, c'est pour que le haut-parleur puisse vivre sa vie. Et, pour expulser l'air. Pour expulser l'air en trop. Donc c'est hyper important. Et donc évidemment, l'idée c'est quand il y a un évent comme ça, on ne va pas le coller vraiment contre le mur. D'accord. Ce serait contre-productif pour l'enceinte. Et bon, de toute façon, il y a aussi la place des câbles haut-parleurs, des connecteurs haut-parleurs. Donc, la distance minimum d'une enceinte avec le mur, c'est quoi? C'est 10 cm, ça fonctionne? Moi, je dirais un petit peu plus, je dirais 25-30. Voilà, idéalement, si vous pouvez, c'est mieux qu'il y ait quand même un vrai espace. Donc ça, c'est déjà pour que l'enceinte marche bien. Et aussi, ça joue sur un registre en particulier du rendu sonore, la position de l'event par rapport au mur. Évidemment, ça va gérer les graves, les fréquences graves notamment vont s'épanouir bien plus si l'évent est bien géré, etc. Donc c'est très important pour le rendu sonore, ce n'est pas qu'un accessoire. Idéalement, donc, comme on parle d'optimisation, on doit aussi avoir un mur. Si on les met en champ libre, on va perdre sur une partie du registre de grave. C'est vrai, ouais, ce serait bien qu'effectivement ce soit placé comme ça, tout à fait. Et puis vous pouvez le voir d'ailleurs sur des enceintes dites actives comme les KEF LS6-2, LS60 et LS50. D'ailleurs, dans l'application, on peut dire la distance qu'il y a avec le mur, parce qu'effectivement, des fois, on est contraint à 15 cm. Oui. Bah là, quand une enceinte elle est active, elle a son électronique qui va pouvoir corriger ça et se dire bon, je suis à 15 cm, donc je descends un peu mon grave. Tout à fait, tu fais bien d'en parler. Il y a effectivement certains systèmes chez KEF, c'était un très bon exemple. Au niveau application, vous pouvez optimiser. On parle aussi très rapidement des caissons de basse. Il y a souvent aussi des petits interrupteurs à l'arrière des caissons de basse où on peut dire bon bah oui, il sera dans un angle, j'ai pas le choix, il sera placé différemment dans la pièce. Sur certains caissons, vous avez un petit interrupteur qui vous permet quand même d'optimiser un peu les choses. Voilà, parce que comme ils ont de l'électronique, ils arrivent à jouer avec ça. Donc la grande question, c'est, on a vu les enceintes bibliothèques, il faut les poser sur des pieds. Ce qui revient souvent, c'est est-ce que je peux les poser sur une table, un meuble, etc. Quelles sont les précautions à prendre à les poser sur un meuble, voire dans un meuble? Ouais. Alors, dans un meuble, je vous le déconseille parce qu'effectivement, l'enceinte est un peu boxée comme ça ne va pas s'exprimer correctement. Ça, vraiment, dans un meuble, je vous le déconseille. Le sur un meuble, pourquoi pas si vous n'avez pas le choix, mais c'est vrai que souvent, on a des meubles avec des surfaces qui sont pas taillés pour la hi-fi. Donc il faut une certaine densité, c'est-à-dire le meuble Ikea, c'est mort. Voilà, comme tu le dis, il faut une belle densité. Donc si vous avez un meuble vraiment bois massif, etc., c'est quand même plus indiqué. Mais voilà, ça n'a pas été conçu pour de la hi-fi. Globalement, si vous pouvez, le pied, il sera toujours plus indiqué. On en parle très souvent. Après, si vous avez une contrainte de vraiment la mettre dans des niches d'un meuble, etc., partez sur des enceintes actives dites intelligentes. Je pense notamment à Sonos, où ils ont une application qui permet, avec un micro de son iPhone, de savoir que l'enceinte, elle est, comme tu dis, boxée dans le meuble, dans le bois. Et là, ils ont toute une correction acoustique qui fait qu'elle s'en sort. Donc voilà, si vous n'avez pas le choix, c'est cela. C'est sûr. Les enceintes, quand on les reçoit, notamment les enceintes colonnes qu'on va poser par terre, il y a des belles pointes, etc. Mais on peut aussi régler, etc. Donc une précaution à prendre, c'est qu'il faut que ça soit stable, non? C'est mieux? Oui, stabiliser évidemment vos enceintes. Il faut qu'il y ait une vraie prise au sol pour que tout puisse être projeté correctement. Sinon, ça va vibrer. Ça va vibrer, c'est pas bon pour le matériel, c'est pas bon pour le son. Donc c'est une évidence, mais il faut en parler aussi. Donc ouais, stabilisez bien vos enceintes. Dans des enceintes actives comme ça, vous avez souvent à la fois une pointe, si vous êtes sur de la moquette, etc. Et il vous laisse en général un petit plateau que vous mettez pour pas endommager votre parquet, par exemple. Typiquement. Donc ça, c'est les fameuses pointes de découplage. Oui. Tu as dit enceinte active, mais c'est sur toutes les enceintes. Oui, c'est vrai, tout à fait. Donc, vous les voyez sur les photos, il y en a, ils ont des gros socles et derrière, il y a des pointes. Alors c'est vrai que la question qu'on nous pose souvent, c'est les pointes sur mon parquet, ça va pas le faire. Rassurez-vous. Ouais. On confirme, ça le fait pas. Non. Mais par contre, il y a une surface ronde qui va permettre d'accueillir la pointe et de tout stabiliser parfaitement. Voilà, effectivement. Donc ça, soyez rassurés là-dessus. Donc l'intérêt de ces pointes de découplage, c'est stabiliser l'ensemble, régler si le sol n'est pas droit, et en plus de découpler, parce qu'avec un vieux parquet chêne, il vaut mieux qu'il y ait une désolidarisation de l'ensemble. Tout à fait, ouais.
Alors maintenant que vous savez comment placer vos enceintes dans la pièce, en termes de position, voilà, là vous êtes tranquille de ce côté-là. Et c'est vrai que c'est l'essentiel parce que c'est elles qui produisent le son. Bien sûr. Par contre, il y a forcément des sources musicales, l'ampli, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire de ce côté-là pour s'assurer que le rendu sonore que l'on a sera au mieux des capacités du matériel qu'on a acheté. On est monté en gamme, autant bien l'utiliser. Complètement. Donc, on va travailler les câbles au sens large. On va travailler les câbles. Il y avait une très belle vidéo qui avait été faite sur le sujet, sur les câbles en Hi-Fi, haut-parleurs, alimentation. Par exemple, on a un joli PowerQuest 3 ici. Voilà, donc Nicolas, on va dissocier deux aspects. Là, tu parles du PowerQuest 3 de chez AudioQuest. Donc, c'est une multiprise, comme on le voit ici. C'est une grosse multiprise. Il y en a 4 au-dessus, 4 sur le côté. Il y a toute une série PowerQuest. On vous mettra ça en incrustation. Donc, qu'est-ce que permet cette multiprise, Nicolas ? Alors, elle a deux actions principales. Elle va filtrer, elle va jouer un rôle de filtre pour vous enlever les impuretés en fait, qui arrivent par l'EDF. C'est important dans le sens où ça va nettoyer une forme de bruit pas désiré. Ça va vraiment valoriser votre matériel Hi-Fi vidéo aussi, parce que celle-ci, elle a même des prises 4K 120 Hz pour les télés, etc. Donc là-dessus, on fait attention à son alimentation électrique avec une prise. Oui. Ensuite, on va partir de cette multiprise avec un câble secteur de qualité Hi-Fi pour alimenter les sources, l'ampli, etc. Exactement, donc ça effectivement c'est pas accessoire non plus. Bien sûr, vous avez, à chaque fois que vous achetez un appareil, vous avez toujours un câble secteur générique, mais vous pouvez tout à fait améliorer ce point-là avec ce genre de câble. Donc si vous voulez en savoir plus sur ce sujet-là, on a, comme le disait Nicolas, une vidéo très complète qui a été réalisée qui vous présente tous les câbles en termes d'alimentation qu'on peut traiter. Et on vous mettra aussi en incrustation l'article que j'avais rédigé sur le blog qui explique justement tout l'intérêt du câblage secteur électrique donc, et de la multiprise. Concernant les autres câbles, parce que là, on a l'alimentation électrique, maintenant il va falloir relier le DAC avec l'ampli, avec la source, il va falloir relier l'ampli Hi-Fi aux enceintes. Là aussi, quelles précautions, quels conseils tu nous donnes pour avoir le meilleur rendu musical avec son matériel? On a parlé du côté électrique, on peut aussi parler du côté Internet. Si par exemple vous choisissez de connecter votre ampli avec un câble RJ45, déjà, même principe, vous avez toujours des câbles RJ45 qui vous ont été laissés avec vos box, etc. Laissez-les de côté pour l'Hi-Fi, on va plutôt aller sur des câbles un petit peu plus exigeants. AudioQuest notamment fait des très très bons, vous avez ça sur le site. Donc c'est-à-dire qu'on va traiter tous les aspects, les liaisons numériques, les liaisons analogiques, les liaisons réseau, donc avec tout un panel de câbles, ça garantit un meilleur rendu sonore. C'est ça exactement, le signal sera mieux accompagné vers sa destination et ce n'est pas accessoire. Donc je dirais qu'on passe un peu vite sur ce sujet-là parce que là aussi on avait fait une grande vidéo, il y a beaucoup de commentaires, comme ça chacun pourra se faire son avis. De toute façon, les câbles, la meilleure solution, c'est de tester soi-même. Donc là, nous, c'est ce qu'on propose à la boutique d'Eric.com. On vous conseille sur la bonne connectique parce que c'est pas toujours facile à comprendre, à choisir. Vous recevez le câble, vous écoutez tranquillement et là, vous voyez si ça correspond à vos attentes. C'est la meilleure manière. Alors Nicolas, maintenant qu'on a bien installé son matériel, on l'a bien positionné, on a bien relié tout cela ensemble, il va falloir écouter de la musique, c'est le principal. Il vaut mieux du numérique ou de l'analogique? Aujourd'hui, honnêtement, le choix est vôtre. Je dirais, il y a de très belles façons d'avoir un beau, d'aller chercher du contenu dématérialisé, etc. Tout ça finira de toute façon en analogique sur votre ampli, mais le choix de la source, effectivement, est important. Si vous avez un enregistrement de mauvaise qualité ou un fichier de mauvaise qualité, c'est pas le fait d'avoir mis un tapis dans la pièce qui va transformer ça en un fichier formidable. Donc tu es en train de me dire que j'ai fait la meilleure installation du monde, mais j'ai un abonnement Spotify, c'est pas là que ça sera le mieux. Mon grand désarroi, oui, effectivement, c'est pas la meilleure option. Donc oui, non, ne négligez jamais les sources. Voilà, c'est comme en enregistrement, pour ma partie aussi en musique. Si les instruments ne sont pas de bonne qualité, on ne va pas faire des miracles. Là, c'est la même chose. Vous avez maintenant à votre disposition de très très beaux fichiers numériques. Et puis on ne parle même pas des vinyles qui sont un peu la quintessence aussi de l'enregistrement. Donc soignez votre source aussi. Donc voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on choisit des vinyles, on les nettoie, ça sera une super qualité sonore. Les CD, aujourd'hui, il reste toujours des très bons transports CD pour cette qualité-là. Numérique ou analogique, comme tu as dit, finalement,
au final, la source numérique va devenir forcément analogique. Et on revient voilà, sur l'aspect, ce qui est le plus important, c'est la qualité de la source. Donc on évite Spotify qui pour l'instant est la pire plateforme. Alors si, il y en a une pire qu'on me fait souvent au téléphone, c'est on part sur des belles installations hi-fi, puis finalement on me dit c'est pour écouter les vidéos YouTube. Ouais, donc encore une fois, on vit dans un monde libre, c'est toujours pareil. Mais oui, c'est pratique, mais tout ça est fortement compressé, sachez-le, à tout un tas de niveaux. Donc vous n'allez pas forcément faire du bien à vos oreilles en termes de plaisir musical. Donc là-dessus, là aussi, on a souvent échangé ensemble. On vous mettra toutes les incrustations sur notamment le Bluetooth, l'AirPlay. Là aussi, ça a une grosse influence sur la qualité sonore. Les différentes plateformes de streaming, on a fait une vidéo qui a vraiment plu, qui vous permet de savoir ce que vous pouvez écouter. Mais encore une fois, soyez cohérents. Si vous êtes, parce que vous préférez Spotify et YouTube version vidéo, n'investissez pas des milliers d'euros dans votre installation hi-fi parce que ça ne fera pas de miracle. Exactement. Donc aujourd'hui, je dirais en 2024, forcément on écoute de la musique en numérique. Oui. Tous nos appareils sont capables de les lire, tous nos appareils sont capables de les diffuser. Mais il y a un élément qui est essentiel, c'est le fameux convertisseur, le fameux DAC. Donc quelles précautions, quel choix faire pour avoir le meilleur rendu musical? Donc effectivement, comme tu le dis, le DAC il est partout, dans tous nos appareils, nos téléphones, nos ordinateurs, etc. Il y a évidemment plusieurs qualités de DAC. Ça, on en parle très souvent au téléphone avec vous. Un DAC ne fait pas que bêtement convertir des 0 et des 1 en musique, il y a tout un process. Et effectivement, à l'écoute, ça se ressent énormément. Si vous optimisez la partie DAC, là on a un très bel exemple, on a un Node de chez Blue Sound, excellent streamer, excellent DAC aussi intégré. Mais on pourra, pourquoi pas, optimiser avec un DAC Magic de chez Cambridge. C'est des choses qui, à l'écoute, se ressentent sans problème. Donc ce qu'on veut dire par ce message-là, c'est que finalement, chaque élément de la chaîne est très important. On voit dès que certains clients ont des superbes streamers, mais se disent, bon, le DAC, c'est des 1 et des 0, je ne fais pas attention. Soyez cohérents. Et inversement, je mets une fortune dans mon DAC, dans mon convertisseur, parce qu'on imagine qu'il va tout faire, mais si on lui envoie de la bouillie, du Spotify ou une mauvaise source, il ne fera pas de miracle. On a fait une vidéo qui vous permet de comprendre qu'est-ce que c'est un lecteur réseau, qu'est-ce que c'est un DAC. Ça vous permettra de bien se situer et de choisir avec cohérence. Donc là encore une fois, le rendu sonore de votre système hi-fi, il est lié au maillon le plus faible. Donc soyez bien cohérent et vous aurez quelque chose de chouette et vous ne gaspillerez pas votre argent. Donc là, on sait maintenant comment installer son matériel, choisir ses bonnes sources pour utiliser. Après, on peut aller à un niveau, je dirais, plus expert ou pour corriger une problématique. Typiquement, nos pièces de vie, ça reste des pièces de vie. Ce n'est pas des studios d'enregistrement, ce n'est pas des auditoriums. Sur les appareils, il y a des moyens de corriger une pièce qui ne serait pas symétrique, par exemple. On a tout un tas de filtres, d'égaliseurs. Ici, quand vous passez au showroom, je mets tout à 0 en termes d'égalisation pour qu'on ait le son brut de l'appareil. Mais vous trouverez à coup sûr dans tous vos streamers, vos appareils, vos amplis, vous trouverez forcément des façons d'égaliser votre son. Réglage de grave, d'aigu, parfois médium un peu poussé, et ça se trouve sans problème. Comme tu le disais, si on n'a pas une parfaite symétrie en général, dans les amplis, on a quand même un réglage de balance. Alors oui, ça c'est important que tu le soulignes, parce que moi j'ai souvent vécu, c'est encore le cas. Je mets une enceinte, elle est assez proche d'un mur, alors je parle du mur latéral, et à droite c'est tout l'inverse, et forcément le son réverbère, donc j'ai l'impression que c'est plus fort à gauche qu'à droite. Et donc, c'est la fameuse balance qui permet de régler ça. Et ce que je constate, c'est qu'enfin aujourd'hui, les amplis reproposent cette fonction avec la série Marantz notamment. Tu as raison d'en parler, ça a été absent à un moment, c'était plus la mode. Oui, on pensait que comme c'est numérique, alors, soit on n'a plus d'oreilles parce qu'on écoute du MP3, soit le numérique va tout corriger tout seul, non. Et puis, soit on va vivre dans des boîtes hyper symétriques, nos salons. Ce n'est pas le cas. Et enfin, la nouvelle série Marantz, il y a des beaux potentiomètres devant, dont le bouton balance. Balance qu'on est content de retrouver, complètement. Donc franchement, moi je trouve que c'est une fonction géniale qui en plus elle n'est pas dans l'appli, donc on permet de régler comme ça les graves, les aigus, le médium et la balance. Totalement instinctif, Donc voilà, si vous avez cette problématique, allez voir toute la série des amplis Marantz qu'on a sur la boutique d'eric.com. Ils permettent tout cela et en plus ça a un côté vintage, je trouve, ces gros boutons, c'est super sympa. L'autre point qui vient un peu du monde du home cinéma mais qu'on voit enfin arriver dans la hi-fi, c'est toutes les notions de calibrage automatique. Qu'est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Tout à fait, donc tu as raison d'en parler, c'était surtout très typé home cinéma. Le calibrage automatique maintenant arrive dans la hi-fi, c'est assez génial dans le sens où on vous laisse un tout petit micro dans la boîte. D'accord, donc c'est les amplis qui gèrent ça. Oui, tout à fait. Ça, Il est livré avec un micro, je viens le brancher dessus et le micro, on va le mettre à hauteur de tête, au niveau du canapé, où on va se trouver.
On va lancer une procédure de calibrage automatique. C'est un nom bien compliqué pour quelque chose. C'est le truc qui envoie des sons un peu de partout. Vous avez des sons de l'espace pendant à peu près 15 secondes, 20 secondes. En fait, ça va envoyer des grosses impulsions et l'appareil va calculer tout seul votre pièce, votre positionnement et va vous faire justement un réglage optimal pour que, à l'endroit où vous vous trouvez, effectivement, le son soit le meilleur possible. Donc là, ça illustre bien qu'il y a de la réverbération dans la pièce, parce que c'est typiquement ce qui est utilisé. L'ampli envoie des sons qu'il connaît très bien, ça rebondit de partout, ça arrive sur le micro, et là il se dit « Ah, c'est très ouvert à droite, donc je vais corriger la balance tout seul. » Voilà. Ou la pièce est trop claire, je vais descendre un peu le rendu sonore. Donc ça, voilà, on peut citer des gros noms de l'autocalibration. Il y a Dirac, notamment, qui est fort connu, Odyssey aussi. C'est des technologies qui sont vraiment faites pour vous faciliter la vie. Et moi-même, j'utilise pas mal ça à la maison et dans mes installs. C'est absolument génial. Ouais. En tout cas, moi, je le pratique depuis très longtemps sur les AVR de chez Denon. Ouais. C'est vrai que ça marche très très bien. J'ai eu l'occasion de le tester en déménageant mon ampli. C'est-à-dire, je le mets au début comme dans l'ancienne pièce. Oula, ça va pas. Je le recalibre. Et je retrouve le son que j'aime de mon ampli. Complètement. Donc prenez le temps de le faire. Ça paraît un peu complexe au début, mais en plus sur les nouvelles amplis, il y a des beaux tutos qui défilent, vous êtes guidé pas à pas, vous ne pouvez pas le rater. Nicolas, certains amplis, et y compris dans l'entrée de gamme, je pense au Marantz CR612 Melody, donc de chez Marantz, il y a le bicablage. C'est quoi? C'est pour acheter 2 fois plus de câbles ou il y a un vrai rendu? Tout à fait, il y a un vrai plan machiavélique. Non, c'est une très belle option qui vous est proposée. J'essaie toujours de schématiser, d'expliquer à nos clients, à vous-même, que le bicablage, c'est comme si on avait 2 gros sacs de course dans un seul bras. Et en fait, on va répartir un peu les charges. Donc il faut évidemment, l'ampli doit être compatible bicablage et il faut évidemment que vous ayez 2 paires de borniers à l'arrière de vos enceintes. Voilà, l'un ne va pas sans l'autre. 2 paires de câbles du coup. Et effectivement, ça va répartir les charges. Le son va être va s'épanouir beaucoup plus concrètement. Donc c'est une option qui est très intéressante. Et tu cites le MCR612 à raison. C'est un ampli qui est entre guillemets entrée milieu de gamme et c'est absolument génial qu'il propose ce genre d'option. Voilà, complètement. Donc, alors attention, hein, c'est pas parce qu'il y a plusieurs borniers que c'est du bicablage, il faut vraiment lire dans notre fiche produit que c'est cela. Sur les amplis, donc c'est facile à identifier. Sur les enceintes, là c'est simple, on voit s'il y a double bornier ou pas, c'est-à-dire 4 borniers. Là, il y en a peu, et là aussi on vous aide sur la boutique d'Eric à trouver ces belles références et mieux profiter de votre équipement. Tout à fait. Nicolas, si on veut aller un petit peu plus loin, puis j'introduisais la vidéo avec ces supports-là que vous voyez qui vibrent, entre guillemets. Ce sont ce qu'on appelle des supports de découplage qui vont permettre de stabiliser certains appareils. Sur quels appareils on peut les utiliser et qu'est-ce que ça va vraiment apporter? Quel est leur rôle? Le cas de figure classique, c'est sur des enceintes, même s'il y a déjà en général les fabricants font ce qu'il faut. Je pense aux platines vinyles, en plus c'était le sujet d'une vidéo qu'on a tournée juste avant. En fait, ils sont là pour vraiment stabiliser votre appareil et permettre de monter en qualité en fait, sur le son que vous diffusez. Ça sécurise en plus un petit peu la chose. Mais non, c'est pareil, c'est assez intéressant et ça permet d'optimiser. On s'est même rendu compte, tu m'avais même décrit le fait que même sur un streamer... Oui, voilà. Moi j'ai découvert ces produits il y a quelques années, donc là c'est... On va en proposer désormais au catalogue. Là, c'est Franc Audio Accessories qui propose cela. Donc, on en a 4. Donc, voilà, je viens les poser ici. Alors là, je vous rassure, mon thé ou mon café ne sera pas meilleur. Mais effectivement, même, on se dit vibration, donc c'est des appareils qui ont de la mécanique. Un lecteur CD, un lecteur DVD, une platine vinyle, des haut-parleurs qui vont bouger sur les enceintes. Ça a du sens. Effectivement, on le met. On va avoir un gain dans la nuance. Hein. Là, on est dans l'optimisation de son système. Ça ne corrige pas un problème, ça ne nous fait pas monter en gamme si on a acheté du milieu de gamme, mais on va optimiser au mieux. Et j'ai été bluffé à la démo, c'est qu'on avait posé ça sur un streamer, un Auralic. Donc là, il n'y a que de l'électronique, il n'y a rien qui vibre. Et effectivement, on a eu un gain, c'est-à-dire un petit peu plus de spatialisation encore, comme si on avait mis des câbles encore meilleurs. Voilà, c'est le gain qu'on peut obtenir. Donc, on va présenter tout un rayon de ces produits-là. Là, ici, on va commencer entre 200 et 300 € et ça monte à des grosses sommes. Donc, nous, on va rester sur ces produits d'entrée de gamme. Ça vous permet d'optimiser, de se faire plaisir et de gagner quelques pourcentages dans l'amélioration de son système. Et puis, comme en 2024, on est dans le monde du numérique, tout est très informatique. Et dans la hi-fi, on n'y échappe pas. Nos lecteurs, surtout nos lecteurs, parce que très rarement les amplis, sauf s'ils sont connectés avec un lecteur, mais c'est la partie lecteur réseau, on n'y échappe pas.
il y a plein de fois où on lance son matos et il va nous proposer une mise à jour. On doit les faire, on doit pas les faire, on doit aller les chercher. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est un élément d'amélioration de son système? Alors oui, en général, elles ne sont pas là par hasard, même si ça ne va pas vous sauter aux yeux une fois que vous l'aurez mis à jour, parfois. Ça peut être des mises à jour de système, etc. Ça fait toujours du bien. Les ingénieurs produits ne vont pas s'embêter à faire ça pour rien, clairement. Donc, mettez à jour vos appareils. Je vous ai souvent au téléphone pour des problèmes techniques, mon lecteur, etc. Il ne se comporte pas très bien. Est-ce qu'il a été mis à jour? En général, ça aide énormément. Donc ouais, pensez-y. Ça peut vous débloquer une enceinte, ça peut faire en sorte que tout soit bien harmonisé. En plus, ça vous apporte des corrections, des améliorations et parfois des nouvelles fonctionnalités. Ça arrive. Et tu me demandais où on peut aller les chercher. Après, ça dépendra de l'application, hein, clairement. Je pense à EOS notamment où on peut cocher que ça se fasse automatiquement, donc on s'en préoccupe même pas. Il me vient aussi BlueOS où effectivement quand il y en a une de dispo et qu'on prend l'application le matin, elle nous est suggérée. Est-ce qu'on veut mettre la mise à jour? Est-ce qu'on veut patienter 24 heures? En général, c'est proposé. C'est vrai que là-dessus, il y a un peu de tout. Alors, il y a des systèmes qui sont vraiment radicaux, on va dire. C'est-à-dire que si on ne fait pas la mise à jour, c'est mort, on ne peut pas utiliser. Donc, ceux-là, je ne les aime pas trop. Ouais, il y a EOS qui est intéressant avec la mise à jour automatique. Mais je vais enchaîner sur une précaution que je prends en étant ancien informaticien. C'est que personnellement, je préfère attendre une semaine, 2 semaines, voire un mois pour faire les mises à jour, histoire qu'il y a des petits débugages qui soient faits. Et on a connu ça tout récemment avec BlueOS. La version 4 était un peu compliquée au début. Et ce que j'aime bien chez BlueOS, c'est qu'au moment où on lance, il nous dit est-ce que vous voulez faire la mise à jour tout de suite et ça prend 5-10 minutes, donc vous écoutez pas la musique, ou vous décalez de 24 heures. Tout à fait. Voilà. Moi, je conseille cela, y compris si c'est dans les premiers jours de la mise à jour. Sauf si vous avez un problème, c'est-à-dire que ça ne marche plus avec votre télé, ça ne marche plus avec votre ampli, faites-le. Ouais. Si tout va bien, attendez et après vous aurez une optimisation qui sera proposée. Très bien, et je pense que Nicolas, on a parcouru pas mal d'éléments qui, finalement, sans investir de sommes plus importantes, sans se rééquiper, complètement en tout cas, on va pouvoir optimiser tout cela. Exactement, donc là on est, comme tu dis, dans l'optimisation, ce n'est en aucun cas obligatoire, c'est fortement conseillé, et puis comme tu dis, on peut continuer à se faire plaisir avec son matériel qu'on a déjà, c'est surtout ça l'idée, hein. Profitez encore de votre matériel et optimisez un peu les choses, c'est toujours bénéfique. Voilà, faisons attention au placement de tout l'équipement, et puis effectivement, une fois que tout ça est en place, vous êtes satisfait, la partie câblage permet d'optimiser, la partie stabilisation aussi. Eh bien, merci Nicolas pour ces conseils. Merci. Et en plus, j'en suis sûr que tout de suite après cette vidéo, vous allez déjà pouvoir faire des tests, orienter vos enceintes et autres. Vous allez voir des rendus sonores différents et que vous préférez certainement. On se retrouve dans les commentaires. N'hésitez pas avec vos questions, vos suggestions, vos astuces aussi. On est preneur de tout ce qui vous permet chez vous d'avoir un meilleur rendu en hi-fi, en home cinéma aussi. Et on se retrouve à très bientôt sur la télé d'Eric. À bientôt.